François Vineuil écrit un petit écho sur le film Angèle dans Je suis partout du 10 novembre 1934, mais il écrit surtout 2 articles assez longs dans l'Action française du 2 novembre et du 9 novembre 1934. Nous commençons par la lecture du premier article, celui du 2 novembre 1934, texte intégral. Le film de M. Pagnol arrive parmi les brouets du cinéma international comme une robuste et rustique platée provençale sur la table d'un palace ennuyeux. Le cuisinier n'est pas irréprochable, mais il connaît comme personne les senteurs et les saveurs de son terroir. Il les marie dans ses recettes avec amour. Il sait être de chez lui, dans un métier où la plupart du temps on n'est de nulle part. Qu'est-ce qu'Angèle ? À propos d'un roman de M. Jean Giono, de Beaumugne, c'est le prolongement campagnard de Fanny. Négligeons la part de M. Giono qui n'a fourni qu'un thème, avec beaucoup de littérature intempestive autour. M. Marcel Pagnol, et ce n'est pas son moindre mérite, a purgé le sujet de tout ce lyrisme boursouflé. Il l'a entièrement refondu dans ses dialogues. Fanny se nomme maintenant Angèle, mais c'est surtout la même petite méridionale amoureuse sur qui tout le poids du drame doit retomber. Nous l'avons connue marchande de poissons, elle est aujourd'hui fille de fermier à Manosque. Elle écoute le boniment d'un petit nervi de Marseille. Elle est éblouie par ce jeune monsieur qui a de l'instruction et un complet rayé. Pour le suivre à la ville, elle fuit ses parents. Il la jette sur le trottoir. Elle est tirée de là par Saturnin, le bon valet de ferme, pupille de l'assistance, moitié sage, moitié innocent. Il la ramène à Manosque. Elle n'est pas seule, elle a eu un enfant de quelques matelots. Son père, le vieux paysan, refuse d'avouer une pareille honte. Angèle est reléguée dans une cave, enfermée avec son nourrisson. Mais M. Pagnol fait intervenir les anges gardiens après les démons, comme dans la légende dorée. Le vieux journalier Amédée découvre la retraite d'Angèle. Il la révèle à celui de Beaumugne, Albin, le huguenot chaste et magnanime, qui aime Angèle et lui ouvrira les bras malgré sa déchéance, malgré l'enfant. C'est une sorte d'héroïsme cher à M. Pagnol puisque nous l'avons déjà vu pratiquer dans Fanny par le marchand de voile Panis. Mais l'auteur perfectionne cette vertu. Panis était un homme d'âge, Albin a 26 ans. Comme dans Fanny, sur un point de départ assez simple, se déroule une aventure assez pitoyable qui trouvera sa conclusion et son remède dans le cadre, dans l'ordre de la famille. Mais tandis que les 3/4 des auteurs, en rééditant, en exploitant un motif attaché à leur nom, l'épuisent de toute sa moelle, M. Pagnol sait l'enrichir, lui découvrir des résonances nouvelles. À notre sens, Angèle est supérieure à Fanny. L'observation des mœurs locales y reprend une succulence nouvelle, y apparaît sous des variantes non moins justes que dans les pièces marseillaises de Pagnol. L'auteur, plus maître que jamais de son métier dramatique, découvre, pour justifier des situations exceptionnelles et que n'importe quel autre rendrait absurdes, une conviction, un ton qui nous évoque irrésistiblement le prodigieux mélo de Thomas Hardy. Le grand romancier du maire de Casterbridge, de Tess d'Uberville, n'eût-il pas admiré cette reconnaissance de la vieille mère et de la fille dans la remise, où la pécheresse s'est réfugiée? Ou encore la scène de l'inondation, la cave envahie par les eaux d'orage, la prisonnière grimpée sur son lit, son bambin au bras, lançant de timides et tremblants appels. Le vieux paysan, farouche, égaré par la douleur et la colère, qui brandit de son seul poing valide un le faucheux sur les passants, nous rappelle ces types frustres et grandioses que Thomas Hardy dressait sur la lande imaginaire du Wessex. Remarquons au passage que ce caractère n'a rien de forcé. L'amoralisme des méridionaux est une légende. Allez faire un tour sur les pentes du Ventoux, dans les cantons de la Haute-Drôme
ou des Basses-Alpes. Vous y découvrirez de ces vieux vignerons chez qui le point d'honneur familial, les sentiments religieux, qu'ils soient protestants ou catholiques, pourraient très bien atteindre à la tragique opiniâtreté que l'on voit chez le père Clarius d'Angèle. À propos de M. Pagnol, de l'habileté de ses ressorts, on a souvent écrit le nom de Sardou. Ce sont là des vues courtes, des comparaisons faciles d'hommes de théâtre. On mesurera aisément, pensons-nous, la distance entre l'auteur de Théodora et le Thomas Hardy des grands romans. Est-ce à dire que nous accueillons sans réserve le film de M. Pagnol? Non. Il est d'abord trop long. D'un tiers peut-être. Nous ne reprochons pas, loin de là, à l'auteur d'avoir outrepassé les talons de 2500 mètres fixés par les besoins du commerce d'une façon arbitraire. On peut bien répéter qu'au-delà de cette limite, l'attention du spectateur fléchit. On en disait autant avant les drames wagnériens. Nous féliciterions plutôt M. Pagnol d'avoir osé l'expérience. Si elle ne réussit pas entièrement, c'est qu'elle comporte des temps morts qui seraient évidemment moins sensibles au théâtre, des complaisances dans le développement qu'il eût été assez facile d'éviter. Sans aucun doute, les appareils de cinéma ont rarement enregistré un dialogue de cette qualité. Vrai, simple, presque toujours de la plus généreuse abondance. M. Pagnol, comme tout dramaturge, enchaîne des mots, ceux de Saturnin par exemple, et du brave Amédée. Il se trouve que ces traits, par leur justesse, n'ont plus rien d'artificiel, possèdent la saveur spontanée de la galéjade. Nous félicitons M. Pagnol de cette adresse, de cette charmante humeur, des soins inouïs qu'il a pris en écrivant pour l'écran. Nous lui en aurions eu une reconnaissance plus vive encore s'il ne se laissait pas emporter souvent par ses dons. Mais ceci nous amène à un autre problème, celui de M. Pagnol devant le cinéma. Il est assez important pour qu'on y revienne à loisir vendredi prochain.